À l'image de l'activité professionnelle de nos métiers, ceux de la formation ont connu ces dernières années un chamboulement, ces 2 dernières années. Pour parler de toutes ces aventures et surtout de ce vers quoi ça a permis de basculer, aujourd'hui, je reçois 2 invités, Christophe Martin de Montagu et Bruno Burtre. Je vais leur demander de se présenter, ce sera plus simple comme ça. Christophe? Bonjour. Je travaille à l'INA sur le secteur de la formation professionnelle. Je suis responsable pédagogique d'une filière de formation qui s'appelle informatique audiovisuelle, qui avait un ancien nom un peu triste qui était informatique réseau et télécom. Comme ça donne une indication sur ce qu'on peut y trouver. Et puis j'interviens aussi en formation initiale sur INASUP en fait, qui est un des 2 piliers de la formation à l'INA. Bruno? Je suis Bruno Burtre, je suis directeur du CFPTS, qui est le centre de formation professionnelle pour les techniques du spectacle, et également directeur du CFASVA, qui est le centre de formation en apprentissage pour le spectacle vivant et l'audiovisuel, et donc qui s'associe aux 2 centres de formation que sont l'INA et le CFPTS pour la partie spectacle vivant. Alors qu'est-ce qui s'est passé ces 2 dernières années? Il y a eu un chamboulement à tout point de vue. De votre côté, formation, comment ça s'est traduit? Alors sur la partie spectacle vivant, oui, ça a été un chamboulement parce que le premier confinement nous a fait poser beaucoup de questions. Contrairement à nos amis de l'INA qui avaient déjà du digital learning en place, au niveau du spectacle vivant, avec des activités très, très physiques et très présentielles, on a dû repenser entièrement nos modèles de formation. On a adapté des cours principalement sur la partie apprentissage, des cours en distanciel pour les cours théoriques. Et puis on a changé aussi les modes de fonctionnement pour les jurys, avec des jurys qui se tenaient en présentiel jusqu'à présent et qui de plus en plus, sur les 2 dernières années, se sont faits en distanciel. Et ensuite, évidemment, en fonction de la demande du secteur, on a beaucoup adapté les modules de formation sur la formation continue pour justement caler aux besoins de la profession par rapport à tout ce qui était streaming et technologies de réseau. À l'INA, dans le département audiovisuel, j'imagine que justement la partie streaming a connu un boom et il y a eu beaucoup de demandes. Comment ça s'est traduit pendant ces 2 ans? Effectivement, à l'INA, nous avions déjà entamé une démarche de digital learning. Ce que nous appelons digital learning, ça comporte en fait à la fois le e-learning, le distanciel total, mais aussi tout ce qui est blended learning. Donc tout ce qui en fait fait partie de ce système, à la fois distanciel et présentiel. Ça nous a obligés à réécrire des scénarios pédagogiques vraiment de façon très réactive pendant la pandémie, puisqu'on avait des engagements vis-à-vis de stagiaires, notamment qui avaient entamé des formations longues. Et donc, on avait de toute façon une obligation à la fois de résultats pour eux et pour nous aussi. Et donc, on a essayé de transposer la quasi-totalité de ce que nous pouvions réaliser pendant cette période. Des techniciens donc avaient beaucoup moins de travail pendant cette période et beaucoup se sont dit qu'ils allaient utiliser leur fonds de formation pour se former. Quelles ont été les thématiques les plus demandées dans cette période? Alors, nous avions déjà, comme je l'ai signalé, des formations engagées. Je pense à monteur, un métier. Donc là, effectivement, il y a eu un afflux. Mais on a aussi le technicien d'exploitation son qui a même réalisé 2 sessions la même année. Donc, ce qui prouve bien qu'il y a eu un afflux complémentaire. Mais l'INA ne travaille pas que avec des indépendants, des intermittents. On travaille aussi beaucoup avec des entreprises, et notamment sur ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des intras, ce sont des stages sur mesure pour les entreprises. Et là, effectivement, il y a eu un appel considérable de la part des entreprises qui ont profité du fait que les salariés étaient notamment en télétravail pour pouvoir peut-être engager des formations à distance, ce que nous avons aussi réalisé. Ce qui fait qu'entre 2019, si on prend une année référence 2019 et 2021, on est à l'équilibre du chiffre d'affaires de 2019 sur 2021. Donc, ce qui prouve bien qu'effectivement, la pandémie n'a pas entamé considérablement ce principe de formation continue. Le CFPTS est dans des thématiques qui ne sont pas tout à fait celles de l'INA. Donc, quelle a été la spécificité à ce niveau-là? Un petit peu pareil que pour l'INA, c'est vrai que l'année 2021, finalement, pour la formation continue,
a plutôt été une bonne année avec un bon remplissage de l'ensemble de nos formations catalogues et un cycle sur mesure. Alors nous, au niveau du spectacle vivant, on a eu aussi des reprises d'activités de salles qui nous ont obligés à monter des formations spécifiques, un type référent Covid, que nous avons monté 100% distanciel. Donc on a formé l'ensemble des référents Covid du Festival d'Avignon avec une formation en 100% distanciel. C'est vrai que du coup, on a dû se poser beaucoup de questions sur le contenu pédagogique et la construction pédagogique. Hormis ça, c'est vrai que la grosse difficulté de 2021, c'est plus la réforme de la formation qui est arrivée en 2018 avec l'arrêt des CIF et donc le financement commun par Transition Pro qui pose des problématiques. Mais la formation catalogue s'est bien comportée comme pour l'INA et sur l'ensemble des secteurs, aussi bien lumière, son, vidéo qu'accessoiristes et décor, prévention des risques, beaucoup. Nous avons beaucoup rebondi en prévention des risques et nous avons beaucoup de sur-mesures actuellement en demande sur la prévention des risques. Donc la modification des modes de financement de la formation a modifié aussi les catalogues des centres de formation, fatalement. Comment ça se traduit actuellement Ça se traduit par des formations qui étaient certifiantes des titres RNCP, donc des formations longues qu'on faisait depuis 20 ans à 12 financements. Et ces dernières années, on est passé avec des taux de remplissage à moins de 6. Donc du coup, on a dû proposer les blocs de compétences de ces titres en formation catalogue, histoire de remplir et de combler les trous, je dirais, des formations. Donc on a ouvert les régisseurs généraux, l'année dernière, les directeurs techniques, également comme ça. Et c'est vrai que du coup, notre catalogue de formation inclut ces modules de blocs de compétences directement en formation seule sur notre catalogue. Donc ça, c'est un gros travail qu'on a commencé en 2022 et pour le catalogue 2023, du coup, sera vraiment effectif, surtout de l'ensemble de l'offre. J'imagine qu'on retrouve chez l'INA la même problématique et les mêmes solutions peut-être. Oui, oui, tout à fait. Sur une formation longue comme le TSIA que j'ai porté, qui est technicien supérieur des systèmes informatiques audiovisuels, on a profité de la pandémie pour notre dépôt de dossier, puisqu'il fallait 3 sessions réalisées pour pouvoir présenter un dossier pour le titre RNCP. On a profité de ce télétravail avec l'équipe pour justement avancer sur le sujet. Et donc, une fois obtenu l'équivalence d'un bac+3, on se retrouve dans la situation effectivement de décliner les blocs de compétences, puisque chaque bloc de compétences a son propre numéro RNCP aussi, donc est tout à fait certifiant de façon indépendante. La problématique que ça peut poser, c'est que sur une formation longue, d'un point de vue pédagogique, on a des articulations, des tuilages entre différents modules. Et si on sépare ces modules, il faut les repenser dans leur introduction et dans leur conclusion qui doit se terminer par une évaluation en propre. Alors ça a l'avantage de proposer aussi une grande ouverture à la VAE, d'être plus souple aussi dans l'appréhension d'une formation de reconversion longue, parce qu'on peut éventuellement faire sur 2 ans si on le souhaite, puisque en fait, il suffit d'enchaîner les modules, mais à son rythme. Et tout ça, effectivement, demande une approche pédagogique qui n'est pas aussi simple que de dire on extrait les blocs de compétences pour simplement les proposer à d'autres dates dans le catalogue, parce qu'effectivement, il y a quand même une partie de réécriture. Mais on est exactement dans la même logique. VAE, donc validation des acquis de l'expérience. On peut en dire 2 mots peut-être La VAE, ça permet de tenir compte, de prendre en compte l'expérience acquise pour un salarié ou un intermittent, peu importe son statut d'ailleurs, hein, quel que soit le statut professionnel, on prend en compte, alors à partir du moment où c'est bien validé, c'est-à-dire que c'est prouvé, c'est acté, il faut quand même apporter la preuve de son expérience, à la fois par des contrats, voilà, il ne suffit pas de présenter un CV. Il y a des différents entretiens qui se présentent et en fonction de l'expérience du candidat, on voit s'il peut être ou pas dispensé de certains blocs de compétences, modules de formation, pour accélérer un peu et dire que effectivement son expérience a été prise en compte et on la valorise, donc c'est une validation des acquis de l'expérience. Et ça peut permettre par exemple à quelqu'un qui n'aurait pas son baccalauréat, ça arrive encore sur toute une génération aujourd'hui, eh bien, à un moment donné, de raccrocher un bac+2, un bac+3 en formation continue. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important dans le parcours d'un professionnel.
On est sur un beau plateau de tournage avec un bel écran LED. Ce sont des structures qui ont fleuri ces dernières années, ces 2 dernières années. Il a fallu donc des compétences, il a fallu des techniciens. Beaucoup ont dû s'improviser, mais sans doute, certains sont venus se former dans vos structures. Est-ce qu'il y a eu des modules spécifiques de créer pour répondre à ces besoins de formation qui ont émergé avec cette période de Covid? Alors sur la partie des écrans LED, puisque là c'est plus sur la partie spectacle vivant, nous avions déjà des modules qui existaient. La chose qui s'est passée, c'est qu'on a eu beaucoup de nos apprentis qui sortaient de nos licences d'administrateurs de réseaux scéniques qui ont trouvé très facilement le travail. Je dois dire qu'au bout d'un mois, il y avait 100% de placement de nos apprentis qui sortaient. C'est vrai que tous les prestataires qui faisaient de la location de matériel ont basculé sur des studios virtuels. Donc je pense qu'ils ont dû se former pour partie sur la partie des caméras au niveau de l'INA et sur la partie des projections chez nous. Mais c'est vrai qu'ils ont utilisé tous les apprentis qui sortaient. D'ailleurs, on a une très forte demande de tout le secteur qui demande au CFPTS quotidiennement est-ce que vous avez des techniciens, puisqu'on s'est aperçu que beaucoup de techniciens avaient changé de métier avec cette pandémie et que les besoins ayant changé, c'est vrai que les apprentis à la fois des licences SAN chez vous et des ARS chez nous, donc administrateurs de réseaux scéniques et systèmes audiovisuels numériques, ont trouvé de l'emploi très très facilement et donc ce besoin s'est fait sentir dans toutes les sociétés. Est-ce que ça a donné lieu à la création de modules de formation très, très spécifiques sur le plateau virtuel, le streaming, ou est-ce que on a simplement utilisé des formations existantes pour les Des formations multiplier? des formations qui ont été adaptées. Parce qu'on avait déjà le principe de réalité virtuelle à l'INA, la VR était vraiment au cœur du sujet depuis plusieurs années. Et puis, on a constaté un afflux important, en fait, côté ce qu'on appelle le média training. Donc c'est un peu ce genre de plateau, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier qu'avec cette pandémie, il y a eu aussi, pas une surabondance, mais enfin en tout cas un renforcement de la radio filmée d'un côté et de l'ensemble des médias, puisque les gens étaient disponibles aussi pour regarder du média. Il ne faut pas oublier aussi les chaînes scolaires et ainsi de suite pendant cette pandémie. Donc ça fait naître en fait une nouvelle façon aussi de consommer le média, de penser le média. Et du coup, le média training, ça fait aussi partie de ces choses, exactement ce qu'on est en train de faire là maintenant. S'exprimer devant une caméra. Moi, j'ai rencontré pas des difficultés, mais il a fallu qu'on travaille avec certains des formateurs qui travaillent pour la filière dont je m'occupe sur comment se tenir, comment s'exprimer pour que ça soit intéressant et pour capter aussi la concentration et ne pas l'interrompre d'un stagiaire qui est distant et qui, lui, est seul derrière son terminal et n'est pas en relation avec les autres stagiaires de manière interactive. Ça, c'est un grand atout du présentiel. On crée des équipes, on crée vraiment une espèce d'interaction dans les groupes. Et à partir du moment où on fait du e-learning, ça n'existe pas. Donc ça pose quand même pas mal de questions à ce niveau-là. En échangeant avec beaucoup de techniciens, je me suis aperçu que certains ont profité de la période pour conforter des connaissances qu'ils n'avaient pas forcément. Je pense principalement à l'univers du réseau scénique. Comment ça s'est traduit chez vous? Est-ce que vous avez vraiment eu cet afflux de demandes? Oui, alors au niveau du spectacle vivant, nous avions déjà 3 formations qui existaient, une pour les réseaux lumière, une pour les réseaux son et une pour la partie vidéo. C'est vrai qu'on a eu des demandes plus générales. Du coup, on a formé aussi, là pour le coup, du sur-mesure, certains théâtres qui ont profité de la pandémie pour former l'ensemble de leur staff de techniciens pour avoir une couche transversale sur tous les réseaux qui existaient. Du coup, nous avons développé une formation de 2 semaines dédiée pour les réseaux qui couvre aussi bien l'audiovisuel que la partie son, que la partie lumière. Et c'est vrai qu'on a eu une grosse montée en demande de ces formations-là. Donc la formation, là, pour le coup, est presque en avance sur la réalité, puisque la convergence des réseaux, c'est pas encore tout à fait dans les esprits. Le but d'un centre de formation, et c'est pareil à l'INA, on est toujours légèrement en avance par rapport aux besoins. Parce qu'il y a toujours certains techniciens qui sont à la pointe et qui ont besoin de voir plus loin. Et ensuite, la problématique, c'est de ne pas être trop en avance. C'est-à-dire que si on est trop en avance, les formations ne se remplissent pas et ne trouvent pas leur public.
mais c'est identique Oui. chez vous. Sur les réseaux, j'ai un tout petit peu une autre approche parce que le public que j'ai, je dirais majoritairement sur le travail des réseaux, puisque ça fait partie de la filière informatique audiovisuelle, est plus un public de professionnels entreprises. Et cette convergence dont vous parliez à l'instant existe en fait déjà. On l'a entamé il y a quelques années à l'INA avec la remote production, à un moment effectivement où personne n'en parlait quasiment, tout comme les normes SMPTE, où on a lancé les normes SMPTE, on avait même appelé ça les enjeux des normes SMPTE. Alors effectivement, il y a 4 ans, 5 ans, ce n'était pas un stage qui prenait, mais c'est important. Ce que disait Bruno Biot juste à l'instant, c'est il y a un affichage catalogue, on est légèrement en avance, on se prépare, on travaille en amont, parce que le jour où les entreprises décident d'appuyer sur le bouton, là, nous, par contre, on est obligé d'être prêt. Et donc, en fait, aujourd'hui, cette session, par exemple, les enjeux des normes SMPTE, on la réalise entre les entreprises et le catalogue. Là, cette année, on va faire à peu près en 2022 une douzaine de sessions. Donc c'est vraiment énorme, hein. Et ce qui prouve que cette convergence des réseaux, puisque SMPTE 2110, sans rentrer dans les détails pour ceux qui nous écoutent et qui vont nous regarder, c'est le principe aussi de dire que la vidéo a son tunnel et l'audio via ES67 a son tunnel aussi. Donc cette convergence existe à travers de nouvelles normes, comme le SMPTE 2110 par exemple. Et ça c'est intéressant, parce que justement on va commencer à arriver à quelque chose de beaucoup plus rationnel. Cette transition, elle s'est faite un petit peu avant sur la partie audiovisuelle. C'est vrai que le remote production s'est lancé il y a quelques années. Au niveau du spectacle vivant, ça a été un peu plus long à venir. Et là, avec la pandémie, il y a eu des grosses demandes. C'est-à-dire qu'avec les nouvelles machines, les nouvelles consoles lumière, les nouvelles consoles son qui sont arrivées, là, s'est posé la question, lorsqu'on renouvelle un parc ou lorsqu'il y a des loueurs de matériel ou des gens qui font de l'événementiel, là, c'est vrai que de plus en plus, on commence à parler réseau maintenant. Et c'est vrai qu'on a un petit peu de décalage par rapport à l'audiovisuel, par rapport à ça. Par rapport aux entreprises, justement, aux prestataires dont vous parlez, est-ce que vous travaillez directement avec eux? Est-ce qu'il y a des opérations où en fait le prestataire dit ben, j'aimerais former 12 techniciens à tel et que vous fassiez une formation sur mesure ou que vous déportiez une formation qui se passe chez vous, chez moi? Est-ce que ça existe, ce genre de choses? Oui, pour les 2 centres de formation, en effet, on a souvent des offres catalogues et le DRH ou le directeur technique nous appelle pour dire voilà, je me serais intéressé par tel type de formation, mais j'aimerais mettre 100% de mon équipe dedans. Donc on peut les faire soit chez eux, soit chez nous, avec un contenu qui peut être fait, adapté sur mesure. Donc ça, c'est quelque chose de quotidien et à l'INA aussi, je pense. Oui, il ne faut pas oublier que nous, de 2019 à 2021, on va dire, à fin 2021, la part des stages sur mesure pour les entreprises a progressé à peu près de 5 points, ce qui est important. Et puis, on a des nouveaux clients ou d'anciens clients qui reviennent parce qu'en fait, on forme des cohortes de techniciens. C'est exactement ce que vous avez dit. Est-ce qu'il y a 12 techniciens, 50 là prochainement pour les RTBF? Moi, il va y en avoir 92. Et là, on va aller le faire sur site. Parce qu'à un moment donné, il y a aussi une question d'intérêt à aller travailler au cœur de l'entreprise, qui a un besoin très particulier, parce qu'on va travailler dans leurs emprises, dans un environnement que les techniciens connaissent très bien. Donc c'est plus facile aussi pour eux d'assimiler des connaissances dans ce cadre-là que de les transposer. Et puis dans d'autres cas, on ne peut pas faire autrement que de les avoir à l'INA, à Brie-sur-Marne, parce qu'on a des équipements aussi très particuliers qui font qu'on ne peut pas les déplacer. Donc on se retrouve un petit peu avec tous ces cas de figure, mais effectivement, les entreprises ont des besoins auxquels on doit s'adapter de toute façon. Alors ça peut partir du catalogue, et puis des fois ça part de rien, parce que c'est une page blanche, et on nous consulte en disant est-ce que vous seriez en capacité de nous parler ou d'avancer sur tel sujet? Et là, on est aussi dans l'expérimentation. Mais... Aujourd'hui, les spectacles reprennent. L'activité a repris un peu partout. Qu'est-ce que vous constatez, vous, au sein de votre centre de formation? Est-ce qu'il va falloir de nouveau tout remodifier pour s'adapter à ce qui se passe ou... Je ne pense pas qu'on ait besoin de tout remodifier. Par contre, il y a eu un impact à cette reprise. C'est-à-dire je disais qu'on avait eu une bonne année 2021, à l'exception des 2 derniers mois depuis la reprise. C'est-à-dire que novembre et décembre ont été assez bas. Pareil pour janvier et février.
puisqu'en fait, tous les intermittents du spectacle qui ont eu la possibilité de repartir et de retravailler n'ont pas voulu se former. J'ai le même son de cloche de l'ensemble des centres de formation, puisque je fais partie d'une fédération des organismes de formation de la culture. On a tous le même impact, c'est-à-dire que novembre, décembre et janvier, février ont été des mois creux pour la formation. C'est en train de repartir, donc là on revient à des niveaux qui normalement sont à peu près normaux. On n'a pas du coup modifié nos contenus pédagogiques plus que cela, hormis l'adaptation par rapport au streaming, aux nouvelles technologies, au bloc de compétences, mais on n'a pas retravaillé totalement l'offre. On est resté assez proche de ce qu'il y avait avant. Ouais, côté INA, il y a pas mal de changements. Parce que pour justement reprendre ce que nous avons dit tout à l'heure avec Bruno Burd, c'est sur s'adapter à des nouvelles technologies, avoir toujours une petite avance. Aujourd'hui, on commence de plus en plus à travailler sur l'intelligence artificielle parce que ça concerne les entreprises, mais ça concerne aussi demain des techniciens indépendants, des intermittents, qui devront être quand même avoir plus qu'une acculturation au sujet, être potentiellement en maîtrise de logiciels ou d'appareils, de machines qui embarquent de l'intelligence artificielle sur du séquencement d'événements, sur une analyse d'événements pour les ressortir. Et puis surtout, la pandémie vous parliez du streaming tout à l'heure, a vraiment eu un impact très fort sur le travail dans le cloud. On le voit avec des entreprises comme, pour ne pas la citer, France Télévisions, qui, pour les problèmes de monteurs, est obligé de faire appel à un fournisseur, un industriel externe, pour pouvoir transposer en fait toute la partie montage en distanciel. Du coup, ça fait naître des réflexions sur pourrions-nous travailler tout en distanciel. Il y a de nouvelles régies qui se mettent en place, qui sont totalement basées sur le principe de la remote production. Donc il y a une délocalisation, je dirais presque un éclatement en fait de l'habitude qu'on a de travailler dans une unité de lieu. Ça, c'est en train de se transformer vraiment. Et tout ça, le réseau vient servir ces stratégies, mais le principe, c'est vraiment le cloud. Et ça change vraiment fondamentalement les choses. On a constaté que pendant les 2 ans, des techniciens avaient abandonné le métier, s'étaient reconvertis, étaient partis alors principalement dans les métiers, les électriciens, les personnes qui pouvaient transposer leurs compétences. Inversement, on a échangé là-dessus, il y a des personnes qui arrivent, qui se sont reconverties dans l'autre sens, c'est-à-dire qui arrivent sur les métiers. Vous avez un exemple dont on a parlé tout à l'heure, que vous pourriez citer peut-être? Oui, sur la partie des accessoiristes, donc les décorateurs au niveau du spectacle vivant, c'est vrai qu'on a eu beaucoup plus de demandes qu'avant de gens qui étaient dans une reconversion totale et qui ont voulu retrouver un sens à leur carrière avec des métiers plus manuels, plus artistiques et du coup la partie accessoiriste a très très bien fonctionné cette année au niveau du CFPTS, comme quoi les métiers traditionnels des fois on retrouve leur clé de noblesse. Est-ce qu'à l'INA, on a des personnes qui étaient dans le spectacle vivant, par exemple, et qui connaissaient des difficultés, qui se sont dit je vais me former au broadcast, à l'audiovisuel, sachant que ça marche mieux actuellement là-dedans. Est-ce qu'on a pu constater ça ou pas du tout? Oui, on le constate à travers les profils de nos stagiaires, je dirais plus spécialement sur les formations longues. Et je pense à différents cas. Il y a les accidents de la vie. J'ai actuellement dans une de mes formations, donc le fameux TSIA, j'ai un stagiaire qui est un musicien et qui est un musicien professionnel et qui a un problème à une main en fait, et il ne va plus pouvoir exercer son métier. Donc là, la reconversion est évidente parce que de toute façon, il est condamné à ne plus exercer son métier tel qu'il le pratiquait jusqu'à maintenant. On a eu d'autres cas aussi, je pense à un autre cas, c'est quelqu'un qui travaillait dans l'industrie, dans une marque très connue, dans l'audiovisuel, et qui s'est rendu compte au bout d'un moment, à force de conventions, d'aller intégrer du matériel chez le client audiovisuel, ainsi de suite, que c'était peut-être plus passionnant de l'autre côté, c'est-à-dire côté de la production. Et puis comme les techniciens de maintenance aujourd'hui ont un métier bien plus palpitant qu'il y a 15 ou 20 ans, parce qu'aujourd'hui, c'est du réseau, c'est de la remote production, c'est un tas de choses très très intéressantes. La maintenance en fait de régie audiovisuelle est beaucoup plus intéressante qu'il y a 20 ans.
Même les grilles sont transformées. Aujourd'hui, une grille peut être avec du réseau haut débit. Donc voilà, on est dans un autre contexte, et ça favorise aussi l'intérêt de personnes qui viennent d'horizons très très différents vers ces métiers-là. Si aujourd'hui, on a certainement des personnes qui nous regardent, qui sont soit des jeunes techniciens, soit des personnes qui voudraient travailler dans ces métiers-là. Si aujourd'hui, vous deviez citer quelques métiers et donc quelques formations qui vont avec, où il y a un avenir assuré et où éventuellement il manque du monde, qu'est-ce que vous leur proposeriez d'intégrer ou de faire comme formation? Actuellement, il y a une forte demande. Donc nous avons au niveau du CFA-SVA, donc le centre de formation pour apprentis, aussi bien audiovisuel qu'au niveau du CFPTS, des fortes demandes sur tous les secteurs. C'est-à-dire qu'actuellement, dans le spectacle vivant, ils recrutent des régisseurs lumière, des régisseurs son, des régisseurs plateau. Nous avons augmenté nos cohortes, on va passer de 10 à 12. Au niveau des administrateurs de réseaux scéniques et des systèmes audiovisuels numériques de l'INA, pareil, l'augmentation des effectifs pour correspondre à la demande. On sait qu'il y a une demande, mais depuis longtemps, c'est-à-dire que nos régisseurs ont toujours trouvé de la place. Là, il y a vraiment un besoin. Donc s'il y a des jeunes qui nous entendent, c'est encore le temps, je crois, de s'inscrire, mais c'est maintenant qu'on fait la sélection. Et c'est vrai qu'il y a de la demande. Il y a, au niveau du spectacle vivant, en tout cas, il y a vraiment une grosse demande métier. Donc je suis plutôt optimiste sur le futur. Et, par contre, c'est vrai que qu'est-ce qui se passera dans 2 ans? Est-ce que si on augmente la quantité d'apprentis, est-ce qu'on ne va pas saturer le marché? Pour l'instant, on en est loin. Moi, j'ai beaucoup plus de demandes d'entreprises qui ont besoin d'apprentis que d'apprentis. Alors une façon un peu différente de poser un peu la même question pour essayer d'aider les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent. Il y a la formation, c'est soit des modules courts, soit des formules plus longues que vous avez décrites sous forme je sais pas, BTS audiovisuel par exemple, enfin, des formations plus longues ou formations d'1 an. Est-ce qu'on choisit de faire l'un ou l'autre en fonction de son profil? Est-ce que les formations courtes sont réservées aux personnes qui sont déjà en entreprise? Comment est-ce qu'on peut s'y retrouver dans ce maillage? Bah, c'est assez simple. C'est-à-dire que quelqu'un qui a déjà des compétences techniques n'a pas besoin forcément de suivre une formation longue, sauf à vouloir se reconvertir ou éventuellement évoluer. C'est-à-dire, je dirais, changer, évoluer, Passer un cap, en fait. passer un cap et être plus qualifié. Sinon, les formations courtes sont vraiment adaptées pour juste parfaire en fait un aspect technique, par exemple, des choses. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on a beaucoup du coup de salariés, mais aussi des intermittents qui aiment bien se former sur un sujet qu'ils maîtrisent moins bien. Et ils pensent que grâce à ça, et ils ont raison, ça va leur permettre peut-être de mieux répondre aussi aux contrats qu'on leur propose. Donc les formations courtes sont très adaptées en complément, vraiment en complément je dirais, de spécialisation. Et les formations longues sont beaucoup plus intéressantes pour les principes ou de reconversion ou vraiment pour évoluer. Et c'est plus, alors souvent le cas dans l'entreprise. Je pense moi, des stagiaires que j'ai pu avoir, qui par exemple étaient affectés au son à France Télévisions, rêvaient de faire partie d'une équipe projet, mais ça passait forcément par une formation longue certifiante. Et puis effectivement, aujourd'hui, c'est des gens qui s'épanouissent dans leur travail parce que voilà, effectivement, ils sont dans les équipes projet. Et en ce moment, les équipes projet dans les entreprises audiovisuelles, elles ont énormément de travail. Là où je rejoins Bruno Burth, c'est qu'effectivement, la demande est forte. Tout à l'heure, si je répondais, c'était sur l'émergence de nouveaux métiers. Donc des métiers du futur, je suis toujours un peu prudent là-dessus. En revanche, sur les métiers actuels et la forte demande, effectivement, on constate aussi la même chose à l'INA. Sur le son notamment, on a beaucoup de demandes. Et puis évidemment le son associé au réseau, sur la filière image-lumière. Alors les OPV remplissent en ce moment. Effectivement, on est assez surpris. Et ça, c'est-à-dire qu'aussi le marché est dynamique. Donc pour un jeune qui veut se présenter, c'est peut-être une opportunité. Il y a eu des années où c'était beaucoup plus creux que cela. Et effectivement, ce n'était pas forcément toujours très pertinent. Aujourd'hui, je pense que le travail est en train de s'ouvrir. Ensuite, dans les métiers du spectacle, ça dépend de la catégorie d'entreprise dans laquelle on est.
un petit théâtre qui a 2 régisseurs, un régisseur lumière, un régisseur son. Lorsqu'ils accueillent des troupes, des compagnies qui travaillent avec de la vidéo, bien souvent, on a le régisseur son qui vient se faire former sur la partie vidéo, sur des formations courtes pour apprendre bien une spécificité. Ou lorsqu'on a besoin de développer un réseau, parce qu'on a changé les consoles et qu'on a besoin de configurer tout le système. Donc là, il y a la formation courte qui vient pour apprendre un petit module qui manque. Ensuite, sur la reconversion, il y a 2 cas. Il y a la personne qui a travaillé précédemment, qui a ouvert ses droits à la formation, et là, il bascule sur la formation continue. Donc, un titre RSCP de régisseur chez nous, c'est sur 2 ans d'apprentissage, mais c'est sur 9 mois en formation continue. Donc, tout dépend de votre âge et si vous avez ou pas les droits à la formation. Si vous êtes un salarié et que vous avez droit à la formation, il vaut mieux passer sur la formation continue. Si vous êtes un jeune qui sort de l'école, on part directement sur l'apprentissage tant qu'on n'a pas 29 ans. Voilà. Oui, c'est ce que j'allais dire. J'allais compléter en disant attention à l'âge limite. Voilà, c'est ça. Au-delà de 29 ans, donc en fait, c'est 29 ans, 29 ans fait. Oui, c'est ça, jusqu'à 30 ans. En fait. Voilà. Et effectivement, après, on bascule dans le principe de la formation continue, mais il y a des passerelles. C'est-à-dire que, par exemple, tout à l'heure, a été cité la licence professionnelle des systèmes audiovisuels numériques, la LPSAN, qui est un peu historique à l'INA, sur la partie NASUP. Et effectivement, cette licence peut potentiellement accueillir des adultes. Alors après, est-ce que ça a du sens ou pas aujourd'hui, vu que, par exemple, le TSIA est aussi à Bac+3 ? Bon, on a des équivalences. On travaille beaucoup là-dessus à l'INA, c'est-à-dire entre la partie formation initiale et la partie formation professionnelle, on essaie d'avoir des passerelles. Parce que le meilleur moyen de travailler, c'est aussi cette convergence et cette transversalité. Donc, par exemple, pour le motion design, il y a une espèce de reflet du miroir. Il y a formation initiale, formation professionnelle. Sur les matières du son, c'est la même chose. Donc, on essaie je dirais pas de généraliser forcément, mais de rendre plus souple l'ensemble de ce système. Une dernière question un peu plus prospective et presque philosophique. Comment vous rêvez votre centre de formation demain? Comment vous l'imagineriez? Qu'est-ce qu'il vous semblerait idéal? Ça peut être même une réponse philosophique, pas forcément pragmatique et concrète. Qu'est-ce qui manque dans un centre de formation aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on aimerait voir? En fait, moi, je suis assez attaché à la décentralisation. Alors, je ne suis pas qualifié pour répondre pour l'INA dans sa stratégie, bien sûr, de développement, parce que ça ne me concerne pas. Enfin, ça me concerne en tant qu'exécutant, mais je ne suis pas le décideur. Cela dit, si on me pose la question, je serais ravi d'y répondre. Je pense que la décentralisation est une des clés. Parce qu'aujourd'hui, les centres de formation sont quand même majoritairement, les grands centres de formation sont majoritairement Paris-Île-de-France. Alors c'est bien, parce qu'il y a aussi un vivier de demandeurs, de candidats, de stagiaires qui sont là aussi. Le spectacle vivant est très présent, mais il ne faut pas oublier quand même tout le reste du territoire. Et pour moi, un centre de formation idéal, c'est un centre de formation qui sait se décliner en région et qui est capable de fournir exactement la même qualité de prestation, de travail et vraiment la qualité et la satisfaction des stagiaires. Nous, on est évalué en permanence et on est aussi Calliope, donc on répond à des normes de qualité. Ça, c'est extrêmement important, puisqu'au 1er avril 2022, les organismes qui ne sont pas Calliope, je pense, vont avoir quelques petits soucis, à mon avis. Et là, c'est ça, c'est la décentralisation. Je trouve que ce serait vraiment idéal. Moi, si j'habitais à Guéret, ce qui ne m'arrivera pas, mais si j'habitais à Guéret, j'aimerais bien avoir un centre de formation pas très loin de chez moi pour pouvoir me former. Et du coup, pour nous, les axes stratégiques qu'on développe pour 23, c'est le développement de la FEST, de l'action de formation en situation de travail, c'est-à-dire ce que vous disiez tout à l'heure, faire la formation au sein des entreprises. Donc nous allons former une personne chez nous pour justement être faire un référent à FEST. Pour nous, c'est un développement du sur-mesure en fait, c'est-à-dire ce sera l'occasion de travailler plus main dans la main avec les responsables des ressources humaines des entreprises pour développer leur plan de formation et voir si c'est un module de formation sur mesure qui se passe chez nous ou c'est plus une action de formation en situation de travail chez eux et donc voir si le formateur sera une personne de chez nous ou
un référent formation de l'entreprise. Donc ça, c'est un grand axe. Et le second, pour nous, c'est le développement des partenariats. C'est quelque chose que j'ai commencé à faire depuis mon arrivée. J'ai rencontré beaucoup de fabricants. Au niveau du CFPTS, on reste très attaché. Le CFPTS est une association qui a été créée par les syndicats de la profession pour la profession. Jusqu'à présent, on a des formations métiers. De plus en plus, on commence à faire des modules de formation, digital learning, streaming, etc. Mais on reste sur des formations métiers dans notre catalogue. Nous avons envie maintenant, pour 2023, d'ouvrir la possibilité à des formations outils. C'est-à-dire que nous avons des formations sur les consoles EOS, ETC, nous avons des formations en GRAMA, nous avons plusieurs fabricants qui ont envie d'avoir, qui ont déjà des formations en place et qui nous demandent si on peut les dispenser. Alors ça sera à côté de notre catalogue, ce ne sera pas dans notre offre catalogue puisqu'on veut garder notre formation métier dans lequel on apprend tous les types de consoles, mais on aura aussi la possibilité d'avoir à côté de notre catalogue des offres de formation spécifiques sur certains outils. Donc ça, c'est les deux gros enjeux pour nous. Et tout à l'heure, je citais donc une grande télévision, radio-télévision d'un pays voisin, ami. RTBF. C'est bien, la formule est intéressante. Je pensais, en écoutant Bruno Burd, je pensais aussi à un autre exemple, alors qui n'est pas du digital learning, qui n'est pas aller chez le client, mais grâce au réseau. Récemment, on a entamé une série de sessions de métrologie sur les réseaux pour un opérateur qui est une tête de réseau en France. Et puis, on a travaillé sur notre centre de formation d'Issy-les-Moulineaux. Et l'idée, ça a été de créer un VPN, un réseau privé entre cette entreprise et le centre de formation, ce qui fait qu'en fait, on a travaillé sur les flux directement de l'entreprise. Mais l'entreprise ne pouvait pas, elle, accueillir dans son bâtiment, ne pouvait pas accueillir l'ensemble des stagiaires avec le formateur, il n'y avait pas de salle dédiée, c'était un peu compliqué. Et donc, on a trouvé cette idée. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que les réseaux nous permettent ça aujourd'hui. Demain, on pourrait très bien travailler sur les réseaux de consoles, même si ce sont des réseaux fermés. On a des passerelles qui peuvent nous permettre éventuellement d'aller travailler à distance sur le matériel d'une entreprise dans laquelle on ne pourrait pas forcément se rendre. Et puis c'est les partenariats entre les centres de formation eux-mêmes. Aujourd'hui, on a des apprentis de l'administrateur de réseau scénique qui sont dans les locaux de l'INA, en train de voir les systèmes d'intercom. Il n'est pas impossible qu'on ait des modules communs entre l'INA et le CFPTS pour certains points de réseau, puisqu'on a des outils qui sont différents et qui cohabitent et des technologies qui sont de plus en plus proches. C'est vrai que dans l'événementiel, on utilise beaucoup de techno broadcast maintenant. Et ensuite, on travaille aussi en partenariat avec d'autres centres de formation. Donc, le déploiement en région. Alors, au niveau du CFPTS, on est beaucoup plus petit que l'INA, ce qui fait qu'on n'a pas possibilité de vraiment délocaliser. Par contre, on a des titres RNCP qui sont portés avec des partenaires de Lyon, notamment Grimédif, qui a le titre pour les techniciens du spectacle vivant, qui certifie nos apprentis et on doit déposer prochainement le titre avec eux. Donc, je pense que le centre de formation du futur, oui, c'est avoir des formations en digital learning, en blended learning, puisque moi je crois quand même au présentiel, et avec des partenaires pour qu'on puisse, l'union fera la force. Voilà. Merci beaucoup à tous deux pour ces échanges. Merci pour la formation, manifestement, est une chose qui évolue tout le temps et ça n'étonnera personne. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.